pédiatrie. Il me semble qu'il y a des aspects qui sont retraités. Et puis tout à l'heure, vous aurez aussi la partie sur l'hypertension artérielle secondaire qui apparaît dans les items secondaires. On y va ? Ouais. Donc l'HTA, c'est à la fois une maladie et un facteur de risque. Donc ça, je pense que ça va être bien clair pour vous. Infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, fibrillation auriculaire, anévrisme de l'aorte abdominale, insuffisance rénale, démence, et j'en passe. Au niveau mondial, c'est la première cause de décès, première cause de mortalité, première cause de maladie chronique. Première cause de mortalité cardiovasculaire évitable, une personne sur 7 est correctement traitée en Europe. Ce qui nous concerne un peu plus, c'est la deuxième cause de mortalité après le tabac. Voilà, donc autant dire que c'est quand même un sujet d'importance pour, on va dire, l'ensemble des médecins, quelle que soit votre discipline finale, vous aurez affaire de près ou loin à des gens qui ont des problèmes d'hypertension. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est aussi parce qu'on a des traitements et donc on arrive à diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral, de démence et d'insuffisance cardiaque. Voilà, en gros les causes cardiovasculaires. Et ça a aussi un impact sur la maladie rénale chronique qui est retardée. Voilà, donc on va faire quelques vignettes assez simples pour reprendre les grands éléments du cours. Donc le premier cas que je vous propose, c'est le cas d'un jeune homme de 48 ans, qui est en léger surpoids et qui a des chiffres de pression artérielle 141,99 au cabinet. Donc vous imaginez que vous êtes médecin généraliste, mais vous pouvez d'autres spécialités si ça vous intéresse, enfin si ça vous parle plus. Voilà. Il n'a pas de signe d'atteinte des ce qu'on appelle les organes cibles, hein, pas de signe d'atteinte cardiaque ou rénale à l'examen clinique. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas ce qu'on sait. Ouais. Ouais, il faut plusieurs mesures. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis quoi? Ouais, c'est ce qui est recommandé, c'est ce qu'il y a de mieux plutôt que les mesures aujourd'hui à domicile, c'est les mesures qui sont recommandées. Mais effectivement, on ne va pas se contenter d'une seule mesure au cabinet. Donc soit ce qu'on appelle des automesures tensionnelles, on va détailler un peu ça, soit effectivement, c'est les cardiologues qui font ça, un holter, on va mesurer la pression artérielle par exemple toutes les demi-heures, de façon plus rapprochée. Voilà, donc là je vous rappelle les grandes, la classification de la pression artérielle. Alors l'ensemble des éléments que je vous présente, c'est essentiellement, ça vient essentiellement des recommandations européennes de cardiologie et d'hypertensiologie. Alors, je vous explique, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de catégories, il n'y a pas forcément besoin de connaître le détail, il faut connaître quand même le seuil de 14,9. Et après, c'est assez simple, sur la pression artérielle systolique, il suffit de faire varier de 10, et puis on arrive à l'optimal quand on est inférieur à 12, et puis on arrive au grade 3 quand on est supérieur à 180, et puis la PAD, la diastolique, on fait varier de 5 mm de mercure. Donc c'est assez simple. Je vous ai mis les fréquences de prise, vous voyez que, en gros, les gens ils demandent tout le temps la prise de tension, mais vous voyez que pour les gens qui ont une tension sans problème et qui sont jeunes, on ne va pas forcément la prendre aussi souvent, enfin c'est pas forcément recommandé. Alors la mesure en elle-même, elle est assez compliquée. En fait, je connais peu de gens qui respectent à la lettre les conditions de prise. Il faut savoir que... Oui, excuse-moi. Pour la diapositive d'avant, le grade 3, c'est uniquement un E ou c'est E non, je crois que c'est E, normalement. Pardon. Attends, voilà, donc les prises sont assez standardisées. Donc il y a peu de gens qui respectent tous les critères, je ne vous ai même pas mis tous. Donc le critère le plus important, c'est sans doute le repos, c'est-à-dire qu'en fait, souvent on ne respecte pas ça parce que les gens ils s'installent au cabinet et ils n'ont pas
forcément en repos, hein, parce qu'on discute avec eux, on les fait déshabiller, etc. Mais en général, ce qu'on prend, c'est un appareil validé, c'est-à-dire que c'est mieux d'utiliser un appareil qui mesure la tension tout seul plutôt qu'un appareil, plutôt que l'usage d'un brassard à la main. Donc normalement, souvent dans les études, ce qu'on fait, c'est qu'on fait plusieurs mesures et on retient que les mesures qui sont assez proches et en général les deux dernières. Un élément qu'il faut bien respecter aussi, c'est que les appareils ne sont pas validés dans le cadre des gens qui ont de la fibrillation auriculaire. Donc tous ces patients-là, il faut les prendre à la main. Si vous avez un doute, eh ben, vous laissez l'appareil prendre attention et en même temps, soit vous prenez le pouls sur l'autre bras, soit vous mettez un coup de stéto. Un élément important pour vous, parce que pour le suivi, c'est la recherche d'hypotension orthostatique. Donc ça, il faut que vous sachiez le faire. On va vous demander dans les services de le faire et c'est assez fréquent à réaliser chez les personnes âgées. Donc c'est des mesures répétées chez des gens à qui on a demandé de se mettre debout et d'attendre. Voilà, le plus important, c'est de leur demander s'ils sont symptomatiques, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont la tête qui tourne ou pas. Et sinon, c'est une mesure à 1 minute, 3 minutes, en position debout. Et on mesure des baisses de 10 et 20 mm de 20 et 10 mm de mercure. Voilà, donc nous on appelle AMT l'automesure tensionnelle. Donc ça c'est un appareil qu'on met autour du bras ou du poignet. Et on dit aux gens de prendre la mesure à domicile. Donc bon, vous n'avez pas besoin de savoir le détail, mais en gros c'est 3 prises matin et soir pendant 3 jours. Et il y a ce que tu as appelé la MAPA, qui est une mesure ambulatoire de la pression artérielle avec un holter, donc un petit appareil qu'on a exactement comme on fait les holters ECG, que vous devez plus avoir croisé. Voilà, donc le diagnostic c'est une mesure répétée au cabinet, sauf si on a des gens qui ont des tensions vraiment délirantes, c'est-à-dire des gens qui ont des tensions très élevées, plus de 180. Bon, si vraiment ils sont en panique totale, on va dire ok, calmez-vous, puis on la reprend. Et s'ils sont vraiment à des niveaux très élevés, et ça arrive qu'on découvre des gens avec des niveaux de tension très élevés, dans ce cas-là, on va les traiter d'emblée, ça ne sert à rien d'attendre. Ça va pas, c'est pas un coup de bol, quoi. Enfin un coup de malchance plutôt. D'accord? Et le plus important aujourd'hui, tout ce qui est recommandé, c'est prise de tension à la maison. Donc les gens ils sont très déçus parce qu'on leur dit non, non, c'est rien, moi je vous donne l'appareil, vous me le ramenez dans 3 jours. Voilà, ça, alors c'est la définition des seuils en fonction des types de mesures. Donc vous voyez qu'on est un peu plus dur en fonction des types de mesures. Si c'est une mesure au cabinet, on va plutôt prendre 40, 140, oui. J'ai juste une question pour la mesure à domicile. Est-ce que c'est avec le schéma recommandé de la règle des 3 ou c'est juste qu'ils la prennent une fois chez eux et puis... Non, c'est la règle des 3, mais franchement, je ne suis pas sûr qu'on vous interroge là-dessus, ça n'a aucun intérêt. À mon avis, vous remettez la feuille au patient, et effectivement, en pratique, c'est 3 fois le matin, 3 fois le soir, pendant 3 jours. Il faut faire des moyennes, et en fait, c'est bien décrit, etc., mais vous n'avez pas à connaître les détails. Moi, je ne vois pas l'intérêt de connaître tout ça, même s'il y a des petites subtilités. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, c'est vraiment pas passionnant. Ce qu'il faut que vous sachiez, par contre, c'est que c'est bien mieux d'avoir une mesure à domicile qu'au cabinet. Hein, ça, c'est vraiment recommandé pour le diagnostic, pour le suivi. On remet des appareils et les gens prennent attention. Donc c'est un problème parce qu'il faut... Enfin, ce qui est bien, c'est de pouvoir prêter son appareil. Parce que sinon, ça a un petit coût, ça coûte une cinquantaine d'euros. Bon, tout le monde ne peut pas acheter un appareil pour mesurer sa tension, mais il y a beaucoup de patients, quand moi en général, je leur demande quelle est votre tension à domicile, et il y en a plein qui disent, ils sortent les chiffres, ils l'apprennent, ils ont investi dans un appareil. Voilà, donc les seuils ne sont pas tout à fait les mêmes, donc c'est 14,9 le traditionnel au domicile, mais on va être plus stringent pour l'automesure tensionnelle, on va descendre à 135,85. Alors pourquoi c'est intéressant de faire cette mesure-là? D'abord parce que les gens ne vivent pas dans votre cabinet, donc même s'ils ont une tension un peu élevée au cabinet, peut-être qu'ils ont une tension correcte à la maison, donc ça c'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. L'effet blouse blanche c'est quand même pas anodin, c'est quand même des gens qui ont plutôt une tendance à l'hypertension on va dire, et donc il faut avoir une surveillance assez rapprochée en fait pour ces gens, parce qu'ils ont un risque de passage en hypertension qui est plus élevé que ceux qui n'ont pas ce type de mesure. Il y a aussi des gens qui ont des hypertensions masquées, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont rassurés chez le médecin. Enfin bon, voilà.
Et c'est des gens qui sont aussi, qui ont une augmentation du risque cardiovasculaire assez importante, puisqu'en fait, ils ont une hypertension vraie à domicile. Et donc, ils passent assez inaperçus. Il ne faut pas hésiter, si vous voyez qu'il y a des gens qui ont des tensions normales, mais des atteintes des organes cibles, de demander un avis spécialisé, parce qu'effectivement, ils ont peut-être une hypertension masquée, et ce n'est pas du tout normal d'avoir des atteintes des organes cibles. C'est intéressant aussi d'avoir les mesures à domicile parce que vous pouvez demander aux gens, s'ils ont des hypotensions, de prendre leur tension à ce moment-là. Parce que s'ils ont une tension basse plus des vertiges, vous allez être obligé de réadapter leur traitement. Voilà, donc ça c'est un peu les classifications entre l'hypertension masquée. Vous voyez que c'est pas si peu fréquent. L'hypertension blouse blanche, donc c'est assez fréquent, et d'autant plus qu'on ne prend pas toujours le temps enfin on laisse pas suffisamment de temps aux gens de se reposer. Donc en général, si on attend 5 minutes, les chiffres de tension baissent. Hein. Donc on a tendance, si on fait vite, à majorer la prévalence de l'hypertension chez nos patients. Voilà, donc on fait ce que vous aviez proposé, donc mesurer, vérifier qu'il n'y a pas d'hypertension blouse blanche par une auto-mesure à domicile. Je vous ai rappelé les normes, ça par contre il faut que vous les connaissiez. Alors, imaginons qu'il a vraiment une hypertension. Voilà, quel bilan initial proposez-vous? NFS, glycémie. Ouais. Cholestérol, diabète. Juste vous dites pourquoi vous faites? Ouais, donc, d'accord. Autre chose? Ça, c'est les prises de sang? Glycémie. Ouais, glycémie, on l'a dit. Glycémie, cholestérol. ECG, ouais. Hein, on va faire pourquoi on fait un ECG? Alors, on peut rechercher plein de trucs à l'ECG, mais qu'est-ce qu'on recherche spécifiquement chez ces gens-là? Des choses qui sont déjà passées, il faut parler fort. Ouais, alors c'est un facteur de risque, mais c'est pas ce qu'on va rechercher. Mais bon, on va regarder, on va faire un ECG, je vais vous dire un peu ce qu'on recherche. Donc voilà le bilan initial minimal, qui en fait souvent n'est pas respecté, mais c'est celui minimal. Hein, alors pourquoi on fait ce bilan? En fait, il faut penser, l'hypertension, vous devez penser à 3 choses tout le temps. C'est 1, est-ce que j'ai des répercussions sur les organes cibles? Hein, donc là, on peut savoir si le rein il est abîmé ou pas. Est-ce que on peut bien utiliser tous les médicaments? Est-ce que les médicaments sont bien tolérés? Et est-ce qu'on a un risque cardiovasculaire global qui est bien évalué? Donc c'est pour ça qu'on fait ce bilan initial. Donc la créatinine, le sodium, le potassium, c'est vraiment à destination du rein, tout comme la recherche de protéinurie. Alors pour des raisons économiques, on va plutôt faire une bandelette urinaire plutôt qu'un RAC, un rapport albumine-créatinine sur un échantillon d'urine, ça coûte beaucoup moins cher. Pour évaluer les risques cardiovasculaires, on fera la glycémie, je ne sais plus qui l'a dit, et le cholestérol. Et puis l'ECG, la chose numéro 1 qu'on recherche, c'est l'HBG. Hein, c'est-à-dire un retentissement de l'hypertension sur le cœur. Bien sûr, on pourra voir d'autres choses. On ne fait pas plutôt l'ETT pour Alors, si l'ECG, si on a un doute, on peut l'adresser à un cardiologue. Mais en général, vous avez vu que c'est extrêmement prévalent. Vous ne pouvez pas adresser tous vos hypertendus au cardiologue. D'accord? Donc l'ETT, ce n'est pas le bilan initial de première intention. Par contre, si vous avez quand vous suivez les patients qui ont un risque cardiovasculaire élevé, vous pouvez dire maintenant il faut demander un avis à un cardiologue pour avoir une évaluation cardiovasculaire plus large. Hein, et on peut aller beaucoup plus loin dans l'évaluation. Mais ça, ce que je vous donne, c'est le bilan initial de base. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Maintenant, si vous allez trop loin initialement pour un patient jeune comme ça, ça veut dire que vous allez dépenser beaucoup d'argent.
Hein, et donc, notamment, vous allez encombrer les cardiologues parce que lui, c'est un jeune homme de même pas 50 ans qui apparemment n'a pas de complications, c'est le début de son hypertension, il n'y a pas de raison de l'adresser au cardiologue. D'accord? Mais effectivement, on va pouvoir faire d'autres explorations. Mais j'y reviens un peu plus tard. Il y a d'autres choses qu'il faut faire dans le bilan initial. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Alors, là, c'est le bilan minimal. On peut faire d'autres choses en biologie, etc. Mais disons que la biologie, c'est cadré. Le CG, c'est fini. Il faut... Ouais, le test d'hypotension prostatique, on en a parlé tout à l'heure. Alors, il y a les autres facteurs de risque, ouais, c'est des problèmes d'interrogatoire. Il faut savoir que, je vous ai dit, il y a un point important dans l'hypertension essentielle, c'est s'assurer à tout moment qu'en fait, on n'est pas face à un patient qui n'a pas une hypertension artérielle essentielle, c'est-à-dire, en gros, on n'a pas de cause, quelqu'un qui est hypertendu, et c'est assez banal, mais qu'on ait affaire à quelqu'un qui a une hypertension artérielle secondaire. Hein, c'est aussi pour ça qu'on fait le potassium, parce que vous savez que ça donne des dyscaliémies. Les principales causes secondaires donnent des dyscaliémies, donc c'est aussi pour ça qu'en fait on va rechercher à l'interrogatoire des causes d'HTA secondaires. Hein, et notamment, c'est la prise de médicaments et de toxiques. Donc là, voilà, et ben, il faut lui demander par exemple s'il consomme de l'alcool. Hein. L'alcool, en fait, c'est la cause numéro 1 d'hypertension. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile de sevrer les gens d'alcool, ça ne veut pas dire que s'ils continuent à boire, on ne va pas les traiter, mais en tout cas, il va falloir leur dire que, attention, s'ils consomment beaucoup d'alcool, c'est sans doute pour ça qu'ils ont une tension élevée. D'accord? Donc, il y a d'autres, vous avez vu d'autres anabolisants, les amphétamines, etc. Donc, d'autres médicaments, notamment, qui donnent des hypertensions, notamment les contraceptifs. Hein, les corticostéroïdes, donc ça je pense que c'est pas du tout des choses qui vous sont étrangers. Il y a un truc qui est un peu un classique, mais bon, je sais pas si l'anthésie, vous avez déjà entendu parler de ça, là, les gouttes qu'on met là, qui donnent beaucoup de réglisse, hein, qui donnent, voilà, c'est des boissons que pour les gens un petit peu âgés du sud de la France, enfin bon, j'en sais rien si ça se consomme toujours, mais en tout cas il y a des boissons à la réglisse qui peuvent donner des élévations de la tension artérielle. Il y a tous les médicaments, les AINS, hein, même les sprays qu'on met dans le nez. Hein, vous savez par exemple qu'on a le nez qui coule, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de causes qu'il faut rechercher, les antidépresseurs, etc. Le PO, bon, c'est un peu des raretés, mais enfin des raretés. C'est-à-dire que normalement, vous savez à peu près le traitement que prennent les patients, mais il ne faut pas hésiter à leur redemander, hein, notamment pour tout ce qui est prise de toxiques. Il y a aussi donc, les antécédents. Vous savez que le rein est à la fois une cause d'hypertension, enfin, si le rein marche mal, c'est à la fois une cause d'hypertension et c'est aussi lui qui va subir les dommages. Hein. Donc ça marche dans les deux sens. Il y a les syndromes d'apnée du sommeil. Hein. Par exemple, quelqu'un qui est jeune, comme notre patient là, mais qui serait en surpoids, ou en obésité, plutôt en situation d'obésité, eh bien, on va quand même rechercher un syndrome d'apnée du sommeil, donc une cause secondaire à son hypertension. Voilà. Il y a aussi donc, les dysthyroïdies. Même s'il y a les dysthyroïdies, on ne va pas forcément à tout le monde faire une TSH. Par contre, si vous avez des éléments d'orientation, vous allez le faire. Il y a l'hyperparathyroïdie aussi qui donne en fait, l'augmentation du calcium donne aussi des hypertensions. Voilà. Alors les causes secondaires, vous avez vu, enfin moi je m'en occupe pas tellement en dehors de ce qu'il y a là. Vous verrez ça, les maladies en deuxième heure. Mais vous avez vu que c'est relativement rare, hein, c'est ce que j'ai mis, 5 à 10% sur des séries hospitalières, donc vous voyez que c'est quand même des gens qui sont sélectionnés. Et l'intérêt de ces maladies secondaires, c'est souvent qu'elles sont curables. Hein. Mais quand est-ce qu'on les évoque? Quand on a des gens qui ont des hypertensions atypiques. Là, c'est un jeune homme, bon, voilà, il a une petite hypertension. Si on arrive à la traiter facilement, eh bien, on ne va pas forcément chercher midi à 14h. Mais par contre, s'il y a des éléments qui paraissent discordants, si on a une hypertension qui apparaît rapidement, qui résiste au traitement, qui apparaît chez quelqu'un de très jeune, à un niveau très élevé d'emblée, etc., s'il y a des atteintes des organes cibles, là,
il faut que ça s'allume et que vous disiez, ok, il faut que je recherche une cause secondaire. Voilà, les autres explorations, donc c'est surtout la destination des organes cibles. Donc les organes cibles qui peuvent être atteints, il y a l'œil, le cerveau. Vous avez vu qu'il y a le cœur, hein, et effectivement l'écho-cœur et l'adressage au cardiologue est tout à fait possible si vous pensez que c'est un patient à haut risque cardiovasculaire notamment. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on fera d'emblée. Même si il faut évaluer le risque cardiovasculaire avec, je pense que vous calculez le score, c'est ça, le score 2 maintenant, on demande de faire ça. Hein, voilà, donc il faut le faire et c'est très important de prendre l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire dans votre prise en charge. On revient à notre patient de 48 ans. Donc effectivement, on a fait son bilan, tout est normal, il n'y a pas de soucis particuliers. Comment on le traite ? Non, personne. Ah, il est hypertendu, ouais. Et ça a été confirmé par l'automesure tensionnelle. Ouais. D'emblée, on commence par les antihypertenseurs. On va essayer les règles géodétiques. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit concrètement? Alors, est-ce que le tabac, ça diminue la tension ou pas? Ouais, on va traiter les autres facteurs de risque, mais pour traiter l'hypertension, en fait, le tabac, il ne faut pas le dire, mais ça diminue la tension. Voilà. Donc, on va lui dire arrêtez de boire de l'alcool, ok? Ok. Et quoi d'autre? Alors, on fait régime sans sel ou on fait peu salé? Alors, ok, mais ça veut dire quoi ça, docteur? Peu salé, moi. 6 mg, ouais. Ok, donc peu salé, donc ça veut dire essayer de ne pas ressaler les plats, etc. Leur expliquer où est-ce qu'il y a du sel qui est caché, tout ça vous verrez peut-être dans le cours sur l'insuffisance cardiaque, on vous apprendra à vous chercher les sources de sel, c'est pas toujours bien clair. Quoi d'autre? Ouais, mais ça c'est pas directement pour l'hypertension. Ouais, activité physique, donc on dit combien de temps? Ok, allez. Donc on commence par les règles géodétiques. En fait, donc, si vous avez un doute, mais c'est quand même pas toujours qu'on le fait, on peut faire une natriurèse. Hein, et la natriurèse est le reflet de ce que les gens consomment. Donc vous pouvez avoir une natriurèse qui est autour de 100 millimoles par jour. Donc c'est un peu pénible de faire ce genre de truc, mais si vraiment vous avez des gens qui sont complètement paumés et vous ne comprenez rien à ce qu'ils consomment, ça peut arriver, vous faites une natriurèse, ça vous savez ce qu'ils mangent comme ça. Le poids, on n'en a pas parlé, enfin je crois qu'on a dit qu'il était en léger surpoids. Ouais, léger surpoids. Bon, perdre un peu de poids, ce sera toujours bon pour lui. L'activité physique, 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine. Voilà, donc pas d'activité physique si vraiment il a une hypertension de grade 3, ce ne sera pas forcément favorable. Et puis on va essayer de faire ça et d'obtenir un résultat au bout de quelques mois. Hein. Les patients hypertendus, on va les revoir de façon assez rapprochée, au moins au début, parce qu'il y a beaucoup d'informations à leur donner. Ensuite, admettons que c'est un échec, ça ne marche pas, comment on fait? Alors là, donc on a dit les médicaments. Alors, qu'est-ce que vous prescrivez comme médicament, vous? Ouais, bithérapie. Voilà, donc là je vous ai mis la liste des... alors je suis désolé, c'est en anglais, mais je suis sûr que ça ne vous posera pas du tout de problème. La liste des médicaments qui sont indiqués dans le traitement avec les contre-indications absolues et les contre-indications relatives. Voilà. Regardez-le, enfin apprenez-le parce que en fait ces médicaments-là, ils vont vous servir aussi pour l'hypertension dans le cadre de la grossesse. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'on peut donner aux femmes enceintes ou pas, même si c'est pas directement dans le cours. Hein, mais vous savez qu'il y a aussi la pré-éclampsie. Enfin peut-être que vous avez déjà fait ça. Ok. Et ici c'est un peu les choix préférentiels qu'on a en fonction du terrain.
Donc vous voyez que les IEC, enfin les inhibiteurs du système réginine-angiotensine, sont quand même au premier plan. Hein, et donc on va souvent les utiliser. Alors, l'initiation du traitement, comment on le fait? Donc on fait, si bien sûr la tension artérielle elle dépasse un certain, enfin, les chiffres, donc 14,9, mais on peut même être parfois un peu plus agressif, notamment si on a des gens qui sont à haut risque cardiovasculaire. En fait, il n'y a pas de seuil absolu. Bon, en fait, tout le monde raisonne plus ou moins avec ce 14,9, mais il faut savoir que on va être d'autant moins cool. Les gens, ils sont pas très contents. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose de très clair chez vous. Quand vous dites à quelqu'un de 48 ans qui va bien, bon, voilà, hein, et vous lui dites, ah bah maintenant, il va falloir prendre un traitement et ça va continuer jusqu'à la fin de votre vie, il trouve ça moyen sympa. Ils trouvent ça moyen sympa. Donc souvent ils sont d'accord pour faire des efforts pour faire les règles géodétiques et donc si vraiment il fait la grimace et qu'il ne veut pas trop prendre son traitement, on peut dire bon bah, on va attendre un peu, on va refaire le point dans quelques mois, mais c'est pas toujours bien accepté. Par contre, si vous avez quelqu'un qui a haut risque cardiovasculaire, vous allez dire bah non là il faut quand même y aller, c'est trop important. Donc il faut faire preuve de souplesse en tenant compte du risque cardiovasculaire et du terrain des gens. Voilà, donc envisager un traitement si les gens sont à un très haut risque cardiovasculaire ou une maladie cardiovasculaire. Voilà. Pour le grade 1, vous voyez que pareil, même si ce n'est pas une hypertension importante, si le risque cardiovasculaire est élevé, on va les traiter d'emblée et on ne va pas forcément atteindre les règles géodésiques. Donc tout ça, en fait, il faut faire preuve de souplesse dans l'application en tenant compte de ces différents éléments. Voilà. Et il n'y a pas de chiffre absolu qui permettent de dire tel truc, paf, machin. C'est des grands éléments. Vous avez vu que si le grade est d'emblée élevé, on va traiter médicalement de façon très élevée. Ensuite, il y a à la fois la prise en compte du risque cardiovasculaire et puis du terrain global et notamment de l'âge. On va être plus cool avec les sujets âgés parce qu'il y a d'autres risques qui entrent en ligne de compte, notamment les chutes. Hein, vous savez que les chutes, c'est dramatique chez les sujets âgés, parce qu'après, ils se fracturent la hanche, il y a un taux d'institutionnalisation et de décès qui est très élevé après les fractures de hanche. Il y a des patients qui ne sortent plus de chez eux parce qu'ils ont peur de leur vertige, de leur truc, etc. Donc il faut savoir faire preuve de souplesse à ce niveau-là aussi. Les objectifs, c'est pareil. Suivant le terrain et le risque, on va être plus ou moins sévère. En général, on va essayer d'avoir une pression artérielle, par exemple, pour lui, relativement basse, hein, plutôt en dessous de 13,8. Ouais, c'est à peu près clair, ça, ces objectifs. Donc, ce n'est pas des choses qui doivent être prises de façon extrêmement rigide, mais vous devez quand même réfléchir à quel moment vous dégainez, et ça, ce qui doit vous orienter, c'est le terrain et le risque cardiovasculaire. Voilà, alors j'ai fait une petite synthèse ici, là. Donc s'il y a échec des règles géodétiques, eh bien, on va introduire plutôt un inhibiteur du système réginine-angiotensine. Alors, j'ai mis, c'est la meilleure persistance, c'est-à-dire que sur les études observationnelles, on s'aperçoit que les gens ils sont relativement observants. En gros, c'est les médicaments les mieux tolérés. Donc souvent, on introduit un de ces médicaments-là. Ensuite, il y a bien sûr les inhibiteurs calciques, les diurétiques, les bêta-bloquants. Alors les bêta-bloquants, on les utilise quand même pas souvent en première intention, sauf si on a une indication particulière d'ordre cardiaque, parce qu'ils ont une moins bonne prévention des AVC. Il y a aussi, vous avez vu ce que j'ai mis en souligné et puis italique, ils ont des effets métaboliques, donc ça veut dire qu'ils vont avoir des effets sur la glycémie, le cholestérol, et donc forcément, c'est pas très favorable pour le risque cardiovasculaire. Et puis en dernier lieu, je vous ai mis donc sur les remboursements, on observe que moins de 50% de la population est observante à son traitement antihypertenseur. Donc je ne sais pas jusqu'où c'est quelque chose de clair, mais l'observance des traitements, c'est un élément majeur avec des coûts très très importants et même en termes d'hospitalisation, etc. C'est vraiment un élément important. Donc je vous ai dit, attention, la première question que vous posez après l'introduction, c'est et comment ça se passe avec votre traitement? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que ça pose des problèmes? Est-ce que vous arrivez à le prendre? Est-ce que vous
fatigué? Est-ce qu'il vous fait un truc qui ne vous plaît pas? Parce qu'on est parti pour perpète. Et donc il faut que les gens ils soient contents avec leur traitement, que ça rentre dans leurs habitudes de vie. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Autre rappel épidémiologique, donc en France, 20% des hypertendus sont non traités et 50% d'entre eux ne sont pas à l'objectif. Donc moi je dis aux internes que j'ai en stage, l'hypertension, il ne faut vraiment pas mollir, quoi. On ne fait pas d'inertie, vous avez peut-être entendu parler de ça, l'inertie thérapeutique. Je veux dire, quand il y a un patient hypertendu, il faut le traiter et il faut pas, voilà, il faut le revoir, réévaluer, prendre des décisions, s'assurer que ça va bien, etc. Il faut vraiment pas mollir. Ça fait très longtemps que 50% des hypertendus sont pas à l'objectif. C'est-à-dire, on s'en sort pas, quoi. Donc, il faut être plus incisif. Ouais. Ensuite, on avait parlé un peu de stratégie thérapeutique plus globale. Là, on est resté sur le traitement que de l'hypertension, mais la stratégie globale, c'est prendre en compte l'ensemble du risque cardiovasculaire, donc prendre en charge l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc ça, vous apprendrez comment mener un sevrage tabagique, quand traiter les dyslipidémies, enfin voilà. C'est des choses qui sont aussi dans le cours, j'imagine. Donc le principe général, c'est celui-là, ce qui doit structurer un peu votre raisonnement, c'est des facteurs, donc traiter tous les facteurs de risque, traiter les complications. Hein. Je vous l'ai dit, il y a 3 éléments en fait, que moi je vous conseille de garder à l'esprit à la fin du cours, c'est 1, les hypertensions secondaires. Il ne faut pas les oublier, parce que on part sur l'hypothèse a priori que c'est essentiel et on fait peu de vérifications des secondaires, donc il faut garder ça dans un coin de sa tête. 2, c'est l'ensemble des facteurs de risque. Et 3, c'est les complications, parce que c'est un facteur de risque et donc il y a des complications sur le cœur, mais pas uniquement. Donc règles hygiéno-éthiques. Ensuite, on traite en général par bithérapie. Donc ça, je ne sais pas qui l'a dit, mais ça a l'air d'être passé chez vous. Moi, quand j'étais à votre place, on disait on commence en monothérapie. Alors, avant, c'était ce que j'ai appelé la stratégie thérapeutique graduée, c'est-à-dire des petits pas. Maintenant, c'est plus comme ça, c'est ce que je vous disais, on est incisif d'emblée, on y va. Donc on attaque par une bithérapie. Bien sûr, tout ça, c'est toujours pareil, c'est la règle, mais c'est pas une règle absolue. Si vous avez un vieux monsieur, machin, qui a du mal à marcher, qui est un peu château branlant, vous n'allez peut-être pas lui mettre une bithérapie d'emblée, parce que vous allez craindre des effets indésirables, peut-être qu'il y a d'autres traitements, etc. Mais en général, c'est la bithérapie. Alors le rationnel, on aimerait bien avoir des essais randomisés contrôlés, qui montrent qu'une bithérapie, les gens meurent moins quand ils ont une bithérapie que quand ils ont une monothérapie. En fait, il n'existe pas ces essais randomisés. Donc on fait parce qu'on pense que c'est mieux. Alors pourquoi on pense que c'est mieux? La première raison, c'est en termes d'observance. Maintenant, il y a beaucoup de médicaments où en fait c'est des doubles pilules, c'est-à-dire qu'on a des associations qui sont toutes prêtes et qu'on peut utiliser, donc c'est quand même plus sympa. Les gens, quand on modifie les traitements, de dire c'est la même pilule, vous aurez toujours qu'une seule pilule, mais j'adapte un peu les doses à l'intérieur, etc. C'est moins embêtant que de leur dire que vous allez avoir 2 pilules. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des ordonnances qui sont vraiment très longues, que vous pouvez d'ailleurs voir souvent à l'hôpital. Donc ça, c'est pour l'observance. C'est quand même pas mal d'avoir des bithérapies dans une seule pilule. Maintenant, il y a aussi des trithérapies. Donc 3 dans la même. Je ne sais pas si c'est encore remboursé chez nous, mais en tout cas, ça existe. Alors, sinon, l'argument numéro 1, c'est un argument observationnel, donc c'est sur la baisse de la pression artérielle systolique. Les motothérapies, vous avez vu, à dose faible, elles diminuent de 4 à 7 mm de mercure, les pressions. Si on passe à monothérapie forte dose, on passe à 9. Et les bithérapies, même à dose faible, elles diminuent de 13 points. Pas de 13 points, de 13 mm, pardon. Donc vous voyez qu'on a quand même intérêt à commencer par une bithérapie, ne serait-ce que par stabilité, et de toute façon, en général, on essaye de diminuer, quand on décide de traiter, on essaye de diminuer pas mal la pression artérielle. Voilà. Et puis les autres arguments, c'est la bithérapie à faible dose a moins d'effets indésirables qu'une monothérapie à forte dose, donc ça c'est aussi un argument intéressant. Et ensuite, on arrive plus vite à l'objectif. C'est quand même plus simple aussi pour nous.
C'est-à-dire que quand vous mettez à un jeune comme ça une bithérapie, la tension artérielle elle va pas mal baisser et vous allez être tranquille pendant un moment et donc c'est quand même plus agréable pour le suivi. Et lui, il est à plus bas risque pendant un moment. Voilà, donc la bithérapie, c'est voilà, la nouvelle norme, même si je vous dis, c'est plutôt des avis d'experts et les règles sont issues plutôt d'observation. Ah oui, alors les associations, donc en général, on met donc, un inhibiteur du système réginal-angiotensin associé avec soit un inhibiteur calcique ou un diurétique. Voilà. Mais on va quand même envisager une monothérapie pour des gens qui sont à très bas risque ou pour des gens qui sont relativement âgés ou fragiles. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc bon, voilà, tout est affaire d'adaptation au terrain et au risque. Ensuite, on passera donc donc on va augmenter la posologie, on va passer de bithérapie faible dose à bithérapie forte dose, puis on va introduire un troisième médicament, donc en général c'est un diurétique, et je dirais que si vous arrivez à faire jusque-là, c'est déjà bien. Et ensuite, on peut avoir des hypertensions artérielles résistantes, donc aussi elles sont résistantes à une trithérapie, inhibiteur de SPA, et puis faire des canaux calciques plus diurétiques. Et là ensuite, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, vous aurez aussi des patients qui seront dans ce cas-là. Donc là, c'est clairement, vous pouvez légitimement, si vous n'êtes pas très à l'aise, demander à ce qu'il y ait un cardiologue ou un spécialiste en hypertensiologie qui traite ces gens-là, en sachant que souvent, quand on en est là, les gens ils ont déjà pas mal de complications. Les bêta-bloquants, je crois que je vous les ai déjà dit, mais ils sont utilisables donc à toutes les étapes, mais on ne va pas les privilégier parce qu'ils ne marchent pas très bien sur les AVC. Et donc, on va les utiliser que si on a une indication préférentielle, hein, donc une indication à visée cardiologique. Une petite remarque sur les inhibiteurs du système réginal-angiotensin. Je vous ai dit que souvent, c'était celui qu'on prenait en premier parce que d'abord, les terrains, ils sont plutôt des indications préférentielles dans certains terrains, et en plus, ils sont très bien tolérés et l'observance est bonne. Mais attention, il faudra bien vérifier qu'il n'y ait pas d'augmentation de la créate, parce que si on a une augmentation très importante de la créate après introduction de ce genre de traitement, eh bien, ça évoque justement une hypertension artérielle secondaire, hein, une hypertension, par exemple, une sténose de l'artère rénale, hein, ce qu'on appelle les hypertensions rénovasculaires, que vous verrez tout à l'heure. Voilà. Donc c'était un peu le cas, on va dire, un peu rapide d'un jeune monsieur qui a son hypertension. Ensuite, on va passer à un sujet plus âgé, donc un monsieur de 80 ans, un peu plus, qui est en bonne santé et chez qui, malheureusement, l'âge fait que, vous savez que bon, l'hypertension, c'est une maladie de l'âge, hein, ça se dégrade, eh bien, il commence à avoir une hypertension artérielle, mais sans complications évidentes. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Des pistes l'HPE. Ouais, donc ça c'est très important effectivement chez les sujets âgés de s'assurer qu'il n'a pas d'hypertension orthostatique, enfin d'hypotension orthostatique. On essaie de viser comme pression artérielle en dessous de 150-90. Ouais, donc qu'est-ce que vous allez, par rapport au jeune homme qu'on a vu tout à l'heure, quelles sont les adaptations que vous allez faire? L'objectif de pression artérielle. Donc on va avoir un objectif de pression artérielle plus cool. Est-ce qu'on va lui donner les mêmes règles hygiéno-diététiques? Non. Qu'est-ce qu'on va pas lui dire notamment? Ouais, activité physique, ça c'est toujours bon s'il peut le faire, ouais. Mais il va peut-être pas faire le marathon, ouais. Mais quand même de marcher, hein. De marcher. Ouais. En général, vous savez qu'en vieillissant, les gens ils salent un peu davantage parce qu'ils trouvent que l'alimentation a moins de goût. Donc lui, il faudra faire attention, bien regarder s'il n'y a pas un risque de dénutrition. Donc on va être plus cool sur le sel. Hein, donc en général, on n'insiste pas trop sur le régime sans sel, sauf s'il y a une indication par ailleurs.
Alors, il y a quand même des bénéfices chez le sujet âgé qui sont étiquetés, hein, c'est ce que je vous ai dit tout au début, notamment sur les démences, hein, les démences vasculaires. Donc, on va quand même traiter son hypertension, on ne va pas dire oh, bah, on s'en fiche, il a 80 ans, basta. Mais on va avoir des seuils d'intervention un petit peu plus cool et des objectifs plus cool aussi. On va essayer de ne pas trop mettre de médicaments, donc on va plutôt commencer par une monothérapie à faible dose, et on va faire très attention aux effets indésirables et notamment aux associations médicamenteuses, hein, donc j'en ai parlé tout à l'heure. AINS et IEC, ça fait pas bon ménage, ça je pense que, si vous ne le savez pas encore, vous le saurez bientôt. Rechercher l'hypotension orthostatique, on l'a dit. Donc les alpha-bloquants, parce que c'est un monsieur qui a un problème de prostate, bien sûr, il prend peut-être des neuroleptiques, il a peut-être une maladie de Parkinson, tout ça, ça donne des troubles, des dysautonomies, etc., et des risques d'hypotension et de chute. Donc on fera très attention à ça. Voilà, je vous ai mis les critères de fragilité, parce que maintenant on demande un peu, dans les recommandations, ils en parlent, voilà, qu'est-ce que c'est la fragilité. Donc là, c'est un score que je vous ai mis très, très rapidement, que vous ayez au moins une notion d'un peu de voilà, les différents éléments. Il faut savoir que la fragilité, c'est associé à un risque de chute, d'hospitalisation et de décès. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes, donc il faut garder ça en tête. Hein. Donc il y a 5 critères, donc c'est une perte de poids involontaire, donc ça c'est assez facile à voir. Enfin, voilà, les gens ils vous disent qu'ils perdent du poids, le pantalon qui tient plus, la ceinture. Voilà. Le fait qu'ils soient fatigués, la vitesse de marche. Moi en général, mon cabinet il est au fond d'un couloir, donc je laisse les gens passer dans le couloir, je regarde comment ils marchent. D'abord je vois s'ils ont mal au dos, s'ils ont mal aux pieds, s'ils ont des trucs. Mais par exemple, les personnes âgées, c'est très important de savoir comment ils marchent, parce qu'on va insister sur la marche. Il faut savoir que la vitesse à laquelle vous marchez, vous avez déjà vu des tests de marche, vous savez, on demande aux gens de marcher pendant 6 minutes, là. Ils font des tours, on mesure voilà. Les distances parcourues sur les tests de marche, c'est directement lié à votre espérance de vie. Hein, donc c'est vraiment c'est lié à l'espérance de vie. Donc c'est très important que les gens puissent marcher, et ceux que vous voyez qui marchent très doucement, ils sont plus proches de la sortie que ceux qui marchent plus vite. D'accord ? Donc c'est important de voir ça. La force musculaire, hein, maintenant depuis le Covid on ne serre plus la louche, mais avant en médecine générale on serrait la louche de tous nos patients. Et donc vous voyez ceux qui avaient la main toute faible. La sédentarité, donc c'est 6 sortes de chez eux, voilà. Et donc vous avez des évaluations de la fragilité qui sont assez intéressants pour adapter pas mal de traitements. Voilà. Donc la fragilité, c'est un élément important à prendre en compte dans vos traitements des sujets un peu âgés. La recherche d'hypotension orthostatique, je vous ai remis, voilà, j'ai incité tout à l'heure, je vous ai remis la définition. Donc debout. Prise de tension à 1 et 3 minutes, et il ne faut pas que ça baisse 20 et 10 mm de mercure, PS, PAD. Voilà. Vous aurez à le faire en stage, et vous finirez par l'apprendre. Donc ça c'est important hein, à faire au moment du diagnostic et au moment du suivi, c'est-à-dire si vous avez introduit des règles initiatiques ou un traitement, vous vérifiez vous, parce que ça par contre les gens ne vont pas le faire tout seuls à domicile, et vous les interrogez par contre pour savoir s'ils ont la tête qui tourne, et vous les prévenez voilà, de faire attention quand ils se lèvent le matin, quand ils changent de position, qui peuvent avoir des étourdissements. Voilà, une dernière vignette un peu plus ardue. Donc, il y a un patient qui est diabétique avec une insuffisance rénale. Donc là, on commence à devenir un tableau plus complexe, voilà, qui est sans doute un petit peu en dehors du programme pour vous. Voilà, donc un patient de 54 ans qui a une insuffisance rénale d'origine diabétique et une hypertension. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, on a changé un peu de terrain. Qui veut se lancer? On a le droit de dire des bêtises, c'est pas un problème. Il faut d'abord des mesures hygiéniques. Ouais, d'accord. Et si
3 mois, je crois, 6 mois. Et s'il n'y a toujours pas l'objectif de tension qui est. Ok, mais comment tu qualifierais son terrain? Ce monsieur, on a quoi comme terrain? Non, ça, le grade, c'est pas, moi, c'est pas la qualification de l'hypertension, c'est le terrain des gens. C'est reins, ouais, apparemment il a une insuffisance rénale, donc ok, on va faire ça. Mais surtout, ce monsieur, on est d'accord, il est à très haut risque cardiovasculaire, on peut le savoir. Donc lui, il faut y aller, quoi. D'accord? Et en plus, on a des arguments pour dire que là, il faut être relativement actif. Voilà, on va le traiter d'emblée, mais on ne va pas faire de règles diététiques, enfin on va en faire, mais on ne va pas faire que ça. On va le traiter d'emblée. Hein, parce qu'on sait que les traitements, ils ont ils améliorent les issues de santé, hein, les outcomes, d'accord? Donc ça diminue la survenue des événements cardiovasculaires et notamment par rapport au rein, ça diminue la progression de l'insuffisance rénale et de la protéinurie. Donc lui, on va lui mettre un inhibiteur du système rénine-angiotensine. Hein, voilà. Et il faut savoir qu'à partir du moment où les gens ils ont une insuffisance rénale chronique avec une microalbuminurie, eh bien, de toute façon, il y a une indication systématique à leur mettre ce type de traitement, quel que soit le niveau de tension artérielle, en fait. D'accord? Donc ça veut dire que quand vous avez des gens qui sont avec des terrains particuliers, eh bien, vous avez parfois d'autres indications, et en fait, c'est les autres indications qui vont être au premier plan par rapport au traitement de l'hypertension artérielle et qui vont vous guider, hein, et qui vont vous orienter dans votre traitement. Si, ouais, association rapidement, après un mois, voire immédiatement, du truc. Alors pourquoi on va aller plus ou moins doucement? Parce que vous savez que mettre un inhibiteur du système rénine-angiotensine, il peut avoir une insuffisance rénale aiguë, ça peut être mal toléré, etc. Donc on va plutôt y aller doucement, ça dépend dans quelle situation on est, mais bien sûr, on va y aller assez vite, mais en faisant attention à ce qu'on fait, quoi. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est pas immédiat, mais il y a ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une indication à mettre d'emblée ce type de traitement. Et on va bien sûr, lui, il a une hypertension, il a une insuffisance rénale, on y va, on fait attention, donc on contrôle la créatinurie, la kaliémie, etc. Genre 3 semaines après l'introduction des IEC par exemple. Voilà, j'ai mis bêta moins, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Insuffisance, c'est s'il y a une indication cardiologique par ailleurs, hein, puisqu'il est à haut risque cardiovasculaire. Et lui, il faudra de toute façon qu'il voit un cardiologue, hein, pour évaluer son risque cardiologique, faire un bilan cardiologique, cardiovasculaire de façon générale. Et je vous ai mis ici grossesse prévue parce que en fait les bêta-bloquants ils sont autorisés pendant la grossesse. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, voilà. Donc ça c'est pour pour vous dire aussi que maintenant il y a aussi la chirurgie. Bon, ça reste un peu du domaine de la recherche, mais ça a démontré que c'était efficace. Donc la dénervation du système nerveux sympathique, un rénal, qui permet de diminuer l'hypertension. Voilà, ça reste quand même des choses très, c'est pour le soin tertiaire, hein, hyper spécialisé, mais voilà, ça existe. Vous croiserez peut-être des patients qui ont eu ça. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Insuffisance rénale chronique, donc attention, bien sûr, les gens qui ont une insuffisance rénale, vous savez que les diurétiques thiazidiques, on ne peut plus les utiliser, donc on va plutôt passer à du furosémide, un diurétique de lance. Voilà, un mot pour terminer de l'enfant. On change complètement le truc. Donc l'enfant, c'est une façon de penser différente. On oublie tout ce qu'on a appris, enfin pas complètement, vous verrez, mais c'est différent. Donc on dit en fait de prendre l'attention chez l'enfant à partir de 3 ans de façon systématique. Moi j'aimerais bien qu'on me montre comment ça se passe, mais je ne suis pas pédiatre. Enfin je veux dire, je ne pense pas que tous les pédiatres fassent ça, mais nous les généralistes on le fait relativement peu. Enfin en tout cas c'est ce qui est indiqué, il faut vous appreniez que chez l'enfant, on apprend la tension artérielle à partir de 3 ans, de façon systématique, et davantage si on a des indications particulières. Voilà.
la définition, elle n'est pas du tout comme chez l'adulte, où chez l'adulte, on a mis 14,9 sur la mortalité, en fait. On a vu que quand la tension dépassait ce seuil-là, on trouvait que la mortalité augmentait trop, et donc on a dit, bon, on arrête là. C'est un peu a priori, c'est-à-dire c'est un choix un petit peu, voilà, on a décidé que c'était ça, 14,9, mais chez l'enfant, c'est pas pareil, c'est par rapport à la courbe de Gauss. D'accord? Donc vous voyez, vous avez des courbes comme ça qui sont données. Donc là, c'est la courbe pour un garçon. Voilà, vous voyez sur la première ligne, il est marqué qu'il a 1 an. Et puis vous avez les seuils, hein, les percentiles. Et donc, voilà, le 75e percentile en fonction du poids et de la taille, je crois. Hein, ne doit pas dépasser 104 mm de mercure. Voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué de connaître la norme. Les pédiatres ont ceux qui font surtout ça, ont des abacs, comme ça, et en fonction de l'âge, de la taille, ils mesurent la tension artérielle et ils vérifient qu'ils ne sont pas au-delà des seuils du 95e percentile. Donc c'est vraiment un truc statistique. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, l'adulte, c'est a priori quelqu'un qui a l'air d'avoir une hypertension gentille. On dit OK, il a une hypertension artérielle essentielle, donc primaire, et on ne va pas chercher des hypertensions artérielles secondaires, sauf si on trouve qu'il est un peu bizarre. Chez l'enfant, c'est l'inverse. C'est pas du tout normal d'avoir un gamin avec de l'hypertension. Donc s'il a de l'hypertension, c'est qu'il doit avoir une maladie. Donc il faut chercher la maladie. Donc là, vous avez toutes les causes en fonction des âges. Hein. Donc vous voyez que chez les plus jeunes enfants, c'est les coartations de l'aorte, les maladies rénales, des maladies monogénétiques. Voilà, je vous les ai un peu regroupées avec des couleurs pour que vous y retrouviez. Et vous voyez que chez l'adulte qui nous intéressait tout à l'heure, eh bien, il y a les maladies artérielles ou rénovasculaires, hein, qui apparaissent au premier plan. Et en vert, vous avez les principales maladies, les principales causes de l'hypertension artérielle secondaire, que vous allez voir tout à l'heure, donc l'aldostérone, le Cushing et le phéochromocytose. Voilà, et en dernier lieu, je vous ai mis quelques QCM que j'avais repérés. Voilà, il y a les questions, et après il y a les réponses. Voilà. Bon, si vous voulez, on peut essayer d'y répondre. Alors, par exemple, qui veut se lancer? C'est un bilan de santé pour un prêt bancaire chez un homme de 44 ans qui a une hypokaliémie à 3,2. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on hospitalise le patient en urgence? Bon. Non, pas forcément. On peut éventuellement lui faire un électrocardiogramme si on a un peu anxieux par rapport à un retentissement cardiaque. Est-ce qu'on demande un ionogramme urinaire? Ouais, on va essayer de faire le bilan. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein, les cardiologiques ont fait les entrées et les sorties. Les hypocalémies peuvent donner de la fibrillation auriculaire. Ça, on est d'accord, ouais. Il a une hypertension artérielle associée. Donc, est-ce que vous recherchez une prise chronique de réglisse? Si, ouais, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, bon, c'est une question de QCM, ça même pas bon. Ça, j'en ai déjà eu des patients qui mangeaient des gouttes d'andésite, un truc tout noir, à demander à vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, je ne sais pas s'ils ont mangé ça. Et puis, s'il y a une hypertension associée, vous recherchez une cause de prise de cocaïne. Vous vous dites, ah ouais, c'est un junkie celui-là. Pas forcément, en fait la cocaïne c'est plutôt, ça va faire augmenter le potassium. Donc c'est pas, après tout est possible, vous pouvez toujours lui demander. En tout cas, il faut, c'est pas normal. Hein. Lui, il va pas avoir une hypertension artérielle a priori essentielle ou primaire. Voilà, donc je vous ai mis mes réponses qui ne sont pas forcément les vraies réponses. D'ailleurs, peut-être je me suis trompé, mais bon, c'est celle que j'ai mis. On fait
fait un dernier QCM. Une femme de 65 ans avec une toux sèche, donc ça c'est un truc assez banal. Voilà. Quelles sont les grandes causes de toux sèche qu'on rencontre en médecine générale, en soins primaires? Donc, alors, le premier c'est quoi? Alors, le non-contrôle de l'hypertension artérielle est une cause fréquente de toux chronique. Ça fait tousser l'hypertension? Non, surtout pas spécialement tousser. Est-ce que vous cherchez les IEC? Ouais, les IEC, donc c'est une cause classique de toux chronique, donc il faut interroger les gens depuis quand vous toussez, est-ce que ça correspond au moment où on a introduit tel médicament, etc. Est-ce que vous cherchez un reflux? Ouais, ça va, ouais, hein, c'est une cause classique. Est-ce que vous cherchez des sibilants à l'auscultation? Ouais, les sibilants, c'est l'asthme. Donc voilà. Vous cherchez une prescription d'inhibiteurs calciques sur son ordonnance. Ça, c'est pas. Qu'est-ce que ça donne comme effet secondaire principal, les inhibiteurs calciques? Non, vous ne savez pas. Ça donne des poteaux, hein, des œdèmes des membres inférieurs. Donc ça, par contre, vous pouvez le savoir parce que voilà, vous allez faire insuffisance cardiaque. Donc parfois, c'est juste les inhibiteurs qui donnent des œdèmes des membres inférieurs. Voilà, il y en a d'autres. Je vous vois, vous les regarderez. Voilà, merci.